Il le dit comme ça, mais après, il change d'avis. Ce que je vais traiter, ce que je vais commencer à faire avec le groupe précédent, c'est une question qui s'appelle l'optimum de Pareto. C'est une question en économie très, très utilisée, c'est très important. Et c'est pas ceux qui ne vont plus faire de l'économie, attention, euh, euh, de, 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 je ne sais pas si ça va marcher. En tous les cas, croisons les doigts. OK. Alors, je vous ai parlé des fois que le modèle néoclassique, il a un caractère normatif, c'est-à-dire euh, comme une sorte d'injonction que l'économie doit fonctionner selon ce modèle de concurrence parfaite, parce que il aboutit à un équilibre. Mais ça ne suffit pas pour qu'il soit normatif. C'est que l'équilibre en question auquel arrive l'économie, c'est un équilibre qui est qualifié d'optimum. C'est-à-dire, le bruit, on entend tout. Doucement la porte. T'es aussi con dans la chaise. Donc j'ai dit que l'équilibre du modèle néoclassique, c'est aussi un équilibre qui est qualifié d'optimum. C'est-à-dire, il est
souhaité. C'est pour cela que le modèle a ce caractère normatif, ce caractère, c'est-à-dire politiquement, on souhaite que l'économie atteigne cet équilibre. Et les néoclassiques, ils qualifient encore plus précisément cet équilibre, cet optimum. Ils disent qu'il est efficient. Soulignez le mot optimum et efficient. Quelquefois, ils parlent d'efficace, mais c'est beaucoup plus le terme efficient qui est utilisé. Nous expliquerons un peu plus tard la différence entre efficacité et efficience. Ce sont deux notions en économie qui sont distinctes. Vous les étudierez en gestion quand vous aurez un cours de gestion plus loin. Sauf que ce sont des questions qui ne sont pas très claires. Pourquoi? Parce que elles ne sont pas très claires, elles sont moins claires que dans le cas individuel. Le cas quand une personne décide ou fait des choix, parce qu'il n'y a que nous qui décidons, ça ne concerne que nous. Et quand il s'agit ensemble des gens qui composent l'économie, il y a je reprends dès le début, parce que l'enregistrement s'était arrêté. Donc, comment on peut distinguer ou comparer deux situations d'une même économie dans son ensemble? J'ai posé la question à vos camarades. On peut penser peut-être que le PIB ou l'ensemble des richesses de l'économie, qui est le PIB finalement, réalisé pendant une année, est meilleur que la fois précédente. Ça peut se concevoir. Mais ce n'est pas ce critère-là qui est un critère très, très subjectif, critiquable, ou même qui n'est pas bon, qui est adopté par les néoclassiques. Pourquoi? Parce que on compare des situations de l'allocation de toutes les ressources entre toutes les composantes de cette société ou de cette économie. Parce que si vous voulez, l'économie est décrite comme étant une certaine répartition des ressources totales de l'économie entre les gens qui la composent. On appelle ceci en économie une allocation sociale. Notez-le parce que c'est une notion qui est très, très utilisée en économie. La question de l'allocation sociale des ressources de l'économie. Qui possède combien? Allocation, pas location. Comme allouer quelque chose à quelque chose à certaines personnes.
Par exemple, toi, tu alloues ton revenu à certaines activités, tant pour le logement, tant pour l'habillement, tant pour les loisirs, tant pour se nourrir, n'est-ce pas? On dit que tu fais de la location de ton revenu à différents besoins. D'accord? Ça, la location. Ce terme est très, très pratiqué en économie. C'est la répartition des ressources de l'économie auprès des individus qui... Exactement, qui compose cette économie. D'accord? Ça s'appelle l'allocation des ressources. L'allocation sociale, c'est l'allocation des ressources de l'économie entre les composantes de la société, entre les agents, les individus de la société. L'allocation qui n'est pas sociale, ce serait une allocation des ressources pour créer une richesse. Ça, c'est autre chose. C'est allouer les ressources, non pas entre aux individus, mais aux activités. Tu as un pays qui alloue ses ressources, ses moyens, ses hommes et ses femmes, l'argent, ses équipements. On va faire quoi avec ça? Est-ce qu'on va mettre plus dans la santé, plus dans l'industrie, plus dans l'agriculture, plus dans les hôpitaux, plus dans l'enseignement, plus dans les routes, plus dans les ponts, etc. Le fait de faire des choix d'allocation des ressources, c'est même une des définitions de l'économie. Ça, c'est une allocation productive. Ce n'est pas une allocation sociale. L'allocation sociale, c'est quand on décide, quand on regarde qui possède quoi dans le total des ressources de l'économie. Donc, quand on compare deux situations de l'économie, on compare les allocations sociales. Et pour faire ces comparaisons, ils partent de l'échange, le marché. Toujours l'alpha et l'oméga des néoclassiques, le marché. Et ils disent que si on passe par l'échange d'une situation A à une situation B de l'allocation des ressources, c'est qu'automatiquement, la situation B est préférable à la situation A. C'est pas clair. C'est bien, parce que c'est pas clair, c'est fait exprès. Parce qu'après, parce que ça, c'est le langage des économistes. Pourquoi ça, c'est pas clair? Parce que c'est un langage un peu codé des économistes. Pourquoi? Parce que regardez bien, s'ils disent que s'il y a une situation A et que les gens font des échanges et se retrouvent dans une situation B où des gens ont changé leurs pour acquérir d'autres biens. Donc l'autre personne a moins d'un bien et plus de l'autre. Et tout le monde, enfin, on va dire, beaucoup de gens ont changé de situation. Mais quand ils l'ont changé par l'échange, c'est qu'ils l'ont changé librement, par consentement. Et donc, ils ne l'ont fait que parce que ça améliore leur situation. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas trouvé intérêt. Ils ont au moins gardé la situation précédente. Donc, si dans une situation B,
il y a des gens qui ont amélioré leur situation par l'échange et d'autres qui n'ont pas détérioré leur situation. Donc l'économie étant, non, je sais à quoi tu penses, c'est juste, mais pas le mot qu'il faut. En meilleure situation, c'est tout. On n'a pas parlé de croissance. La preuve, c'est qu'il n'y a pas plus de biens. Il y a juste que les gens ont pas. Voilà. Il n'y a pas eu plus de choses. Pas nécessairement, du moins. Mais il y a eu, même s'il y a eu production, bah, cette production, elle ne peut être faite que parce qu'il y a, à travers l'échange, une amélioration de la situation. Donc, la situation B ne peut être que meilleure que A, peut être que préférable. Donc, l'échange fait passer d'une situation A à une situation qui lui est préférable. D'accord? Il faut bien retenir ça. Et donc, il y a ici, si on continue à faire de l'échange, d'accord? Si l'échange continue, ça veut dire que on ne peut que tomber sur des situations toujours meilleures, toujours préférables. Et c'est là que on introduit, à la suite de Pareto, un critère qui portera depuis son nom, le critère de Pareto, qui consiste à dire si il y a échange, c'est qu'il y a des améliorations qu'on appellera des améliorations, après, j'ai appelé améliorations parisiennes du nom de Pareto. L'échange permet des améliorations. Par la suite, on a appelé euh, amélioration parisienne. Amélioration parisienne. Non, ce n'est pas encore l'optimum. J'ai parlé d'amélioration. Chaque fois qu'il y a échange, il y a amélioration parisienne. Ça veut dire quoi une amélioration parisienne? Ça veut dire qu'il y a une situation ou dans laquelle il y a au moins un qui est en meilleure situation qu'avant et aucun n'est en situation pire qu'avant. D'accord? L'amélioration parisienne, c'est une amélioration d'au moins une personne, si ce n'est pas plus, sans léser personne. Tout le monde est d'accord? Alors, et c'est Pareto qui a introduit la notion d'optimum. L'optimum, qui par la suite on appellera optimum de Pareto, c'est la situation dans laquelle on ne peut plus améliorer la situation de aucune personne sans léser au moins une autre personne. Je répète, peut-être pas dans les mêmes termes, un optimum de Pareto, c'est une situation qu'on ne peut pas améliorer ou qu'on ne peut améliorer sans léser au moins une personne.
Est-ce que vous avez compris cette définition? Des situations, l'optimum de Pareto, c'est une situation dans laquelle on peut pas, qu'on ne peut pas améliorer sans léser au moins une personne. Ça veut dire que si on veut, on peut faire mieux pour l'ensemble, mais il faut sacrifier au moins un, sinon plus, qui seront lésés. Et dans ce cas-là, on a quitté l'optimum de Pareto. Cogite, hein? Cogiter cette idée, elle est un peu à tiroir, hein? Cette idée, elle veut dire que le marché est un moyen d'améliorer la situation sociale de l'économie. Alors, quand on parle de situation sociale, c'est la situation de toute l'économie. Si tout le monde accepte ces échanges librement, c'est que les gens sont tous satisfaits, sinon indifférents. Au pire, ils sont indifférents. Et sinon, ils sont meilleurs qu'avant. Donc, on peut dire que l'économie est en meilleure situation sociale qu'avant l'échange. Okay? Simplement, ici, il y a une situation ou quelques situations qui sont un peu particulières dans ce critère de Pareto. C'est le point de départ avant tout échange. Pour qu'il y ait échange, il faut que les gens aient des choses qu'ils possèdent, qu'ils aimeraient échanger, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une situation de départ que les économistes appellent, les économistes néoclassiques appellent les dotations initiales. C'est comment sont allouées au départ les ressources de l'économie avant tout échange. Ils appellent ça la dotation initiale. La somme de toutes les ressources de l'économie, si on l'appelle S, elle est répartie ou allouée comme S1, S2, S3, SI jusqu'à SN, le SI étant l'allocation de la personne I. Eh bien, on va prendre cette allocation de départ avant tout échange qu'on appelle la dotation initiale de l'économie. C'est le point de départ des échanges. Et les échanges vont permettre de s'éloigner de mieux en mieux, c'est-à-dire de manière qui augmente l'utilité de au moins un sans léser personne, elle augmente le, elle rapproche, si vous voulez, l'économie d'un optimum de Pareto.
Tant qu'il y a échange, c'est que l'économie s'approche un optimum de Pareto. Alors, le problème que pose cette dotation initiale, ça faut bien le noter, c'est important, c'est que les économistes néoclassiques n'expliquent pas du tout son origine. Et ils vont même jusqu'à dire qu'on n'a pas, en économie du moins, à se prononcer sur la justesse ou la justice de sa répartition. Ils disent que c'est pas à l'économie de dire si c'est juste ou injuste cette dotation initiale. Ils disent que ça, c'est pas à l'économiste de répondre à cette question, c'est plutôt à la politique, disons, au domaine politique, au domaine moral à la limite. C'est pas le rôle de l'économie d'après les néoclassiques. Ça veut dire qu'ils ne se posent pas du tout la question de la justice sociale. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils souhaitent que l'on dise, c'est que la répartition initiale ou la dotation initiale, elle permet par l'échange d'être améliorée. L'échange permet d'améliorer la situation des gens et d'atteindre un optimum de parité. Alors, vous notez bien, j'ai dit, l'échange permet d'atteindre un optimum de Pareto. Souligné 1. Ce n'est pas l'optimum de Pareto. C'est parce qu'il y a plusieurs optima de Pareto. Justement parce que selon la répartition initiale de départ, on aboutit à un optimum de Pareto différent. Donc, c'est pour cela qu'il y a une infinité d'optima de Pareto. Plus fort. Qu'on a un optimum de Pareto différent. C'est-à-dire, à chaque dotation initiale différente, on a un optimum de Pareto différent. Et si, par exemple, la dotation initiale que les néoclassiques, ils disent, on n'a pas à se prononcer sur ça, son équité, sa justice. Parce qu'elle est, par exemple, une dotation initiale dans laquelle il y a une personne qui possède 99% des richesses et 99% des individus possèdent, se partagent le 1% restant. Eh bien, pour eux, s'il y a une dotation initiale comme ça, c'est pas considéré, ils ne cherchent pas à savoir si elle est juste ou pas juste, morale ou immorale. Pour eux, l'échange va l'améliorer. C'est tout. Jusqu'à atteindre un optimum de Pareto. Situation dans laquelle personne
n'est lésé. Du coup, ils n'ont pas pensé à comment distribuer les dotations de ça. Eh bien, comment les dotations initiales au départ, ils disent que ce n'est pas le domaine des économies. D'autres rappellent quoi? L'héritage. Des gens qui naissent riches. Donc, ils ont une dotation initiale de départ qui n'est pas celle que vous avez héritée et que j'ai héritée. Ils sont riches. Euh, dans la logique néoclassique, quand on part d'une situation initiale très inégalitaire, même si elle s'améliore, elle sera toujours inégalitaire. Donc, les inégalités sociales peuvent même, à la limite, en dehors de la logique marchande, peuvent même s'aggraver. Et donc, il faut corriger si on veut lutter contre les inégalités, il faut corriger les dotations initiales. Donc, il faut changer le système. Non, pas de répartition, on aimerait bien, mais changer le système de, euh, de succession. Comment taxer l'héritage? Aujourd'hui, pour ces auteurs, comme le plus connu d'entre eux, c'est euh, Piketty, Piketty, il dit il faut changer le système d'imposition des successions, des héritages, pour essayer de réduire les inégalités. Parce que si on sort du cadre du modèle néoclassique, euh, les études montrent que les inégalités sociales se creusent, s'aggravent, et que le fonctionnement actuel des économies et des marchés n'améliore pas ces situations actuelles sociales. Le seul moyen, enfin pas le seul moyen, le moyen qu'ils préconisent, c'est les dotations initiales. C'est-à-dire, il faut que au départ, on donne plus de chances aux personnes qui partent avec plus de moyens qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité des chances. C'est un principe de politique sociale qui va en amont de la question de permettre à tout un chacun d'aller à l'école, permettre à tout un chacun de se soigner, permettre à tout un chacun de se former pour avoir les capacités de trouver un bon travail, d'exercer ses compétences, de se réaliser, de s'enrichir. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des gens qui partent avec des dotations initiales au départ qui sont trop favorables et euh, le fonctionnement actuel de l'économie et des marchés ne, quelquefois, aggrave ces inégalités de départ. Donc, il faut corriger les inégalités de départ. C'est ça ce qu'on appelle les politiques d'égalité des chances. En fait, c'est plus compliqué que ça. L'égalité des chances, c'est pour donner plus de chances de réussite aux gens
par justement l'enseignement, la formation, la justice, l'égalité de départ, mais aussi, certains vont un peu plus loin encore que l'égalité des chances, comme Piketty, qui propose une réforme des droits de succession, donc des héritages, donc des véritables points de départ. De manière beaucoup plus simple, et ne se prononce pas sur les inégalités sociales, ni celles de départ, ni celles d'arrivée. Parce que pour eux, les résultats des échanges sur un marché libre sont des résultats justes et efficaces. Là, pourquoi c'est efficace? On va l'expliquer. J'ai promis tout à l'heure que pour distinguer, expliquer la notion d'efficacité. La notion d'efficacité ici, c'est celle de l'optimum de Pareto. Efficace, c'est dans le sens où à la fin, la situation finale obtenue après échange, elle a amélioré la situation de beaucoup de personnes sans léser celle de personnes. Ça veut dire que personne n'a été forcé à l'échange. Et que si on atteint l'optimum de Pareto, qu'il n'y a plus d'autres possibilités selon ce critère d'améliorer la situation sociale, c'est que toutes les possibilités d'amélioration ont été exploitées. Toutes les améliorations parisiennes ont été réalisées. C'est ce point-là qui s'appelle efficace. L'efficacité de l'économie comme étant un point fixe. On est arrivé à l'objectif final. Parce que la notion d'efficacité, regardez bien, je ne vais pas l'écrire au tableau, je n'ai pas envie de bouger. Une parenthèse, hein, beaucoup plus utilisée en gestion qu'en économie, cette notion. Quelque chose d'efficace, ou un processus est efficace, ou une méthode est efficace, ou un outil est efficace lorsqu'il atteint l'objectif fixé. D'accord? Tu as un objectif, je propose une méthode pour l'atteindre, ou une stratégie. Si elle permet de l'atteindre, on dit que cet objectif, cette méthode a été efficace. Ça veut dire qu'elle touche le but. D'accord? Ça, c'est la notion d'efficacité. Ça arrive au point voulu, à l'objectif voulu. Oui. Mais est-ce que l'efficacité ne prend pas aussi en compte la manière, la rapidité, par exemple, à laquelle Bah, quand tu parles de rapidité, tu introduis le temps. Les économistes sont très mauvais dans le temps. pas que rapidité, c'est-à-dire la manière dont on atteint cet objectif-là. Il y a une manière dont on voudrait atteindre. Eh bien, là, tu es en train, c'est pas la manière, mais je vais te proposer la définition de l'efficience maintenant. Je dis pour les gens qui sont, si cette vidéo s'enregistre bien, je vais répéter ta question parce qu'elle est intéressante, parce qu'ils ne peuvent pas écouter ce que tu dis. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Hein? Hein? Aït Mouloud a posé une bonne question. Euh,
J'espère que tout le monde a compris l'efficacité. On vient d'expliquer l'efficacité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'efficacité d'un système, d'une méthode, d'une stratégie, d'un moyen, d'un outil. C'est lorsqu'il atteint l'objectif voulu. N'est-ce pas? Très bien. Et Edmond a posé la question, oui, mais on peut atteindre cet objectif de manière un peu meilleure qu'avec une autre. Pourtant, c'est le même objectif. Par exemple, en économie ou en gestion, on peut atteindre l'objectif à moindre coût. Pourquoi pas? Si deux stratégies ou deux méthodes permettent d'atteindre le même objectif, mais l'une est moins coûteuse que l'autre, on va préférer la première. La méthode qui atteint l'objectif au moindre coût, en utilisant le moins de ressources, s'appelle la méthode efficace efficiente. Ça répond à ta question? Oui, merci. Je rigole. Donc, finalement, les économistes, quand ils disent quelle est la bonne méthode, en fait, ils ne parlent que du coût de la méthode. C'est l'économie, c'est. Hein. Maintenant, tu me dis peut-être qu'elle prend plus ou moins de temps. C'est aussi de l'argent, le temps. Si elle prend moins de temps, ben, si elle est plus efficiente. Pourtant, les deux sont efficaces. Mais ici, dans l'optimum de Pareto, quand on a atteint l'objectif qui est l'équilibre, qui est l'optimum de Pareto, c'est déjà efficace, puisque c'est l'objectif. D'accord? Et il ne se pose pas la question de l'efficience, du tout. Ils confondent les deux. Parce qu'il n'y a pas de coût ici. Pourquoi il n'y a pas de coût? C'est parce que les agents échangent de manière libre et le processus de cet échange, euh, le marché est libre, il ne coûte rien. Si vous voulez, l'organe central qu'on a appelé commissaire-priseur, il ne considère pas qu'il a un coût. Bon, donc efficacité et efficience, pour eux, c'est du pareil au même. OK? Donc voilà, si vous voulez, euh, pourquoi ils appellent à la fois l'optimum de Pareto, à la fois optimum, comme c'était bien, efficace, parce qu'on a atteint l'équilibre, efficient en même temps, parce que le marché, c'est ce qui coûte le moins cher, le processus qui coûte le moins l'économie. On va dire, et puis, est-ce qu'il est juste ou non? Ben, ils disent, pour eux, la justice, c'est l'efficacité. Le marché, tant que ça a été fait de manière libre, personne n'a obligé personne à acheter ou vendre. Donc, c'est la justice même. C'est la justice même. Quand on atteint une situation meilleure sans forcer personne, pour eux, c'est la justice même. Ce n'est pas la justice sociale telle que l'entend de d'autres écoles. Mais eux, ils disent, la justice sociale, ce n'est pas notre problème. Et le fait que le point d'origine, qui est la dotation initiale, la répartition initiale des ressources, ils disent, ça, ce n'est pas de notre domaine, ce n'est pas du domaine de l'économie, c'est du domaine de la philosophie, des sciences morales, la politique. Si elle veut changer ça, ce n'est pas l'économiste de donner son avis là-dessus. Du moins, l'économie, leur économie, elle dit, ce n'est pas à nous de juger cette situation.
Alors, une autre de leurs démonstrations qui montre, avec laquelle ils veulent nous convaincre que le marché libre et concurrentiel permet d'atteindre une situation efficace ou efficiente de l'économie, puisque j'ai dit que ces deux termes se confondent chez eux, alors qu'ils ne se confondent pas en gestion, comme tu l'as soulevé. Eh bien, c'est parce qu'ils ont montré, si vous voulez, et ce n'est pas très compliqué à faire, mais je ne vais pas le faire, que tout optimum de Pareto peut être atteint par un échange libre et concurrentiel. Et tout échange libre et concurrentiel aboutit à un optimum de Pareto, dans les deux sens. Ça veut dire on laisse fonctionner une économie selon un marché libre et concurrentiel, elle ne peut qu'aboutir à un optimum de Pareto, à un état d'efficience et d'efficacité. Et comme ils sont très nombreux, ces optima de Pareto, ces situations efficaces de Pareto, comme ils sont nombreux, n'importe lequel de ces états, de ces optima de Pareto, n'importe lequel d'entre eux peut être obtenu à partir, en partant d'une situation initiale bien choisie et un processus d'échange marchand libre et concurrentiel. C'est pour cela que c'est comme ça qu'on voit l'importance que donnent les néoclassiques à la concurrence dans leur modèle. La concurrence pure et parfaite, c'est très important parce que c'est elle qui permet d'atteindre les situations optimales de la société, de l'économie. Vous voyez qu'avec ça, ils ont une certaine explication de ce qui est social, parce qu'après tout, si on pousse plus loin le raisonnement, ici, on ne voit pas de politique, on ne voit pas de social. Il n'y a pas de théorie de justice sociale, si vous voulez, chez les néoclassiques. Ils ont ce critère de Pareto qui permet de dire que tout échange est juste. Il est juste parce qu'il est libre. Personne n'est obligé d'acheter ou de vendre. Et la justice vient de là. Mais s'il y a une injustice, entre guillemets pour eux, situation complètement inégalitaire, elle ne vient que des initiales, des dotations initiales. Et ces dotations initiales, ils disent que ce n'est pas à l'économie de la juger, si elle est juste ou non. Donc, ils ont une théorie de la justice sociale qui est particulière, la justice du marché. Alors, si vous voulez qu'on développe un peu plus cette notion de justice sociale qui n'existe pas dans la théorie néoclassique, ils n'ont qu'une justice du marché. Regardez combien il me reste de temps pour voir comment je m'étale ou je m'approfondis dans cette question de justice sociale. Combien il reste de temps? Moi, je pense qu'on peut dire des petites choses.
Que disent les théories? Cette fois, ce n'est pas la théorie néoclassique, hein, mais des théories libérales, hein, et moins libérales de la justice sociale. Comprenez bien que la justice sociale, c'est les comparaisons de situations collectives. Hein, comparer situation collective des gens, de l'économie. À vous noter, et là vous allez noter parce que c'est peut-être des choses. Dites-moi si je prononce, si je dis justice procédurale, non? Vous n'avez pas entendu parler de ça au lycée, cette année? Si je parle de John Rawls non plus? OK. Donc, ça demande un peu de temps et on va essayer de voir. Si je dis, par exemple, Bourdieu, ça vous dit quelque chose? Certains et pas d'autres? Certains. OK. OK. Si je dis Amartya Sen, ça vous dit quelque chose? Sen, un prix Nobel d'économie, un Indien, non? Ça vous dit quelque chose? OK. Bon, ça demandera plus de 20 minutes, mais je vais essayer de dire ce qu'on peut dire sur cette question. Pour résumer rapidement, et là, vous notez parce que c'est des choses que apparemment vous n'avez pas du tout vues. Donc, je vais essayer d'aller doucement et je ne pourrai les reprendre que si vraiment j'épargne un peu de temps sur autre chose. Il y a différentes si vous voulez, théories de la justice sociale. Tout part des théories, en fait. Il y a ce qu'on appelle des théories de la justice sociale, de justice résultat. Justice résultat. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. On l'appelle aussi téléologique. Téléologique comme télé, télévision, télécommande, téléportage, télétransmission. C'est téléologique. Téléologique. Logique de résultat. Parce que télécommande, c'est pour atteindre un but. La notion de téléologie en philosophie, c'est le fait de regarder un critère sur son, juger d'un phénomène sur les résultats. C'est les résultats qui comptent. D'accord? Plus fort. Sur des résultats ou des observations. Sur l'observation des résultats finaux. N'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un te dit, je ne sais pas, ton camarade, à ta mère, ton père, tu lui dis, je travaille moi cette année, et tu dis, ouais, mais je te vois tout le temps devant la télé. Tu lui dis, mais attends la fin de l'année, tu vas voir. Ça veut dire, tu juges moi sur le. Voilà. D'accord? On dit que c'est une approche téléologique sur la logique du résultat. Eh bien, quand tu es tout le temps, tu regardes les matchs de foot, tu regardes Netflix, tu dors tard dans la nuit, tu te lèves tard, tu rates des cours le matin, et à la fin de l'année, tu réussis. Qu'est-ce qu'il va dire ton père ou ta mère? Qu'est-ce qu'il va dire? Putain, il est intelligent, ce garçon. Non? C'est ça qu'il va dire, non? Très bien. Parce qu'il t'a jugé sur le résultat. Et M. Najar dit, ce garçon, il a réussi. C'est parce que dans sa fac, les profs, c'est des cancres. Il ne devrait pas réussir. Moi, j'ai mon fils, il a fait toute sa maîtrise, comme ça, au lit. Il a eu le résultat. Mais je sais qu'il était mauvais. Il n'a rien appris. C'est triste. Voilà, le résultat, il est là, il est bon, mais je sais qu'il est mauvais. Donc, dans mon raisonnement à moi, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas un critère le résultat. Tu comprends? Ce n'est pas un critère pour moi, ce n'est pas un critère le résultat. J'aurais aimé que mon fils
suivent les cours, bon, à condition qu'il y ait de bons profs aussi, c'est bien d'accord. C'est pour ça que je te dis, ils suivent les cours, qu'ils soient attirés par les cours, plus que par l'examen, plus que par le résultat, qu'ils réussissent, mais qu'il n'a pas nécessairement d'excellentes notes. Peut-être qu'il a triché, je ne sais rien. Peut-être que ses profs, il faut qu'ils réussissent pour qu'ils soient bien notés, les profs, ou bien appréciés. OK? Bon. Ça veut dire que moi, je ne suis pas adepte de la, de la téléologie. Je ne suis pas adepte de ça. Je suis adepte de quoi? De la procédure. Je préfère que tu fasses tes études. Ça veut dire que vraiment tu étudies, tu ne restes pas dans ton lit. Et après, tu réussis bien, tu réussis mal, ou peut-être même tu as des profs idiots qui t'ont fait redoubler. Je suis content. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu apprennes. Ce n'est pas que tu gagnes. Ce que tu apprennes, c'est la procédure. Je te juge sur ta démarche, sur ta procédure vis-à-vis ou par rapport au savoir, à l'apprentissage, à l'enseignement. Je te juge là-dessus. Je ne serai pas malheureux si tu réussis. Je serai malheureux si tu réussis et je sais que tu es vide. Je vous parle de mon fils. Et je juge mon fils et sa fac et ses profs. Je les juge tous ensemble. Donc, il y a la manière d'étudier la manière de classer les théories. On a des théories de justice résultat qui consistent à dire, regardons le résultat final de la répartition sociale. Si elle est trop inégalitaire, c'est mauvais. On dit que c'est injuste. Et puis en face, il y a d'autres types de théories de la justice sociale qui étudient la justice sociale et les inégalités, non pas sur l'état final des inégalités, mais sur la règle du jeu de cette économie ou de cette société. Est-ce qu'elle accorde la possibilité à quelqu'un qui fait un effort, elle lui accorde la possibilité de se réaliser. S'il a envie de s'enrichir. S'il a envie d'apprendre, il apprend. S'il a envie de faire des choix différents, moins de travail, de richesse, qu'il puisse le faire. C'est sur cette règle du jeu, sur la procédure, que l'on va juger. Est-ce que ces procédures, est-ce que ces règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, sont équitables, sont justes, n'empêchent pas certaines personnes d'accéder à certaines situations parce qu'ils sont ceci ou ils sont cela ou ils sont... OK? Tout le monde a les mêmes possibilités, a les mêmes moyens, a les mêmes... Non, pas moyens, a les mêmes opportunités. S'il y a un interdit, c'est un interdit pour tout le monde. S'il y a un privilège, ce n'est pas un privilège, ce sera une chance pour tout le monde. Et si à la fin, il y a des inégalités, on jugera que ces inégalités ne sont pas injustes. C'est parce que les règles du jeu ont été respectées. Dans, dans une compétition sportive bien jugée, avec des arbitres honnêtes, même s'ils peuvent faire des erreurs, les erreurs sont humaines,
Eh bien, il y a les deux. Il y a la justice théologique et la justice procédurale. Puisque le juge, il met les deux équipes au même pied d'égalité, les règles sont les mêmes pour tous, pour les deux équipes, et au résultat final, on regarde le résultat. Bien sûr, l'entraîneur qui a entraîné bien son équipe, qui a de... Voilà, on va le juger aussi sur le résultat. Mais juger le résultat, c'est aussi sur est-ce que l'arbitre a fait respecter les mêmes règles pour les deux équipes. Donc, la justice procédurale ou les théories de justice procédurale, ce sont les théories qui jugent de l'égalité ou de l'inégalité sur les règles du jeu, sur les procédures et non pas sur les résultats. Et c'est dans ce cadre-là que l'on parle de l'égalité des chances, des politiques de l'égalité des chances. Accorder, par exemple, si on dit, voilà, dans l'économie, il ne faut pas qu'il y ait des situations, des postes, des, euh, des positions qui seraient interdites à certaines personnes. Des femmes, des jeunes, des minorités, des ethnies, etc. C'est tout ça, c'est ouvert. Et les règles du jeu sont les mêmes et qu'elles sont des règles justes, des procédures justes, nous dirons que cette société, selon la théorie de la justice procédurale, au final, il y a des inégalités. Et pour lutter contre ces inégalités finales, si on trouve qu'elles sont dues à des incompétences, à du non-sérieux, à des personnes qui les subissent, ces inégalités, c'est parce qu'ils ne font pas l'effort. Dans ce cas-là, nous dirons que c'est des inégalités justes. Mais s'il y a des inégalités qui ne sont pas dues à tout ça, à la procédure, mais qui sont dues aux héritages, qui sont dues au fait que, d'accord, il y a tous les postes, toutes les positions sont ouvertes à tous, mais ils partent avec un handicap familial, par exemple. Ils ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas les codes de la société, qui ne connaissent pas, qui ont peu de moyens. Eh bien, dans ce cas-là, ces inégalités, elles deviennent injustes, insupportables. Et donc, il faut rajouter un critère de donner des chances égales pour tout le monde. Les gens qui n'ont pas de ces possibilités dans leur famille, si l'État a les moyens d'accorder euh, des espaces où ces enfants peuvent avoir euh, des ouvertures, comme on en trouve pour les familles aisées, ben, ça diminue ces inégalités. Ça ne permet pas de tout annuler, bien sûr, de tout enlever, toutes les inégalités, mais ça permet, l'effort d'égalité des chances, ça permet de réduire ces inégalités qui ne sont pas dues à la procédure.
Oui. Donc, on peut dire que dans l'approche théologique, Téléologique. Pas télé- théologique, attention. téléologique, Théologique, c'est religion. donc, dans l'approche téléologique, on peut dire que toute inégalité est injuste. Donc, c'est une raison. Oui, c'est-à-dire que les adeptes de la théorie, des théories de la justice, qu'il y en a plusieurs qui sont téléologiques, ils jugent sur le résultat. Dès qu'il y a trop d'inégalités, c'est injuste. Et à la limite, quel est le critère de qu'est-ce qui définit trop d'inégalités? Ça reste c'est compliqué à définir. À partir de quand les inégalités deviennent inégalités à réparer ou à supprimer? À partir de quand? C'est le problème qui se pose pour les adeptes de cette théorie. Par exemple, tout le monde est d'accord que les inégalités sociales sont plus frappantes au Brésil et aux États-Unis qu'en Suède ou au Danemark. On est bien d'accord. Très bien. Mais si vous parlez à un électeur de Bolsonaro ou à un électeur américain, un peu la majorité, on va dire, des Américains, bon, une grande partie, disons aujourd'hui. On ne peut pas juger combien, mais beaucoup d'Américains, ils ne trouvent rien à dire sur ces inégalités. Ils trouvent que leur pays donne la chance à tout le monde. Ce qui peut être prouvé aussi, hein. Ce qui peut être prouvé. Donc, on ne peut pas, c'est difficile de parler de ces choses-là, non? Mais là, je ne vous parle que des théories. On n'a pas eu le temps de rentrer dans les travaux de Piketty, les travaux d'Atkinson, j'allais dire, comment tu t'appelles, Hamoud? Polo. Parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Atkinson, mais c'est un anglo-saxon. C'est un nom très fréquent d'ailleurs, et qui traite des inégalités. Bourguignon, en France, a beaucoup étudié les questions des inégalités. C'est un sujet à la mode actuellement, hein. Donc, on ne va pas traiter beaucoup, mais je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de temps pour cette question. Mais pourquoi je proposais cette petite introduction sur la justice sociale? C'est pour parler, si on a le temps une autre fois, de Bourdieu et de John Rawls et d'Amartya Sen. Surtout, John Rawls, c'est celui qui a produit une théorie qui est la plus connue dans le monde. N'est-ce pas? Rawls, il s'écrit R-A-W-L-S. John Rawls. R-A-W-L-S. Il a une théorie de la euh, euh, une théorie, il appelle justice as fairness. Justice as fairness. Fairness, comme on dit en anglais, to be fair. En fait, c'est équitable, quoi. C'est parce que les traductions sont un peu, c'est des, comment on dit, des faux synonymes, en fait. Il faut faire attention à la traduction. Ils ne signifient pas la même chose. Juste en français, c'est pas la même chose. C'est à peu près, en français, on dit justice et équité. Fairness, euh, comme on dit fair play. C'est pas fair play dans le sport, on dit que quelqu'un est fair play dans le sport. Ça veut dire que il accepte honnêtement de perdre comme il peut gagner, n'est-ce pas? Et le fairness, c'est accepter le résultat sportif, n'est-ce pas? Ça, le fair play. Et la fairness, c'est l'équité, être équitable. Pourquoi? Parce que l'équité, en fait, a toujours lien avec la procédure. Donc, John Rawls propose une théorie de la justice équité, justice as fairness, et il donne des conditions
pour qu'une société soit considérée comme juste ou injuste. Sa théorie est assez intéressante. Euh, quand j'espère avoir le temps une autre fois de vous en parler, et je vais vous laisser là parce que l'heure est terminée.